Au jardin du Luxembourg, j'ai trouvé mon fils assis sur un banc avec mon petit-fils et 3 valises, tout ce qu'il possédait. Je lui ai demandé, « Pourquoi n'es-tu pas au bureau ?» Il a baissé les yeux. J'ai été licencié. Mon beau-père a dit, « Notre sang ne se mélange pas avec des gens comme eux. » J'ai souri, non pas de joie, mais avec quelque chose de plus froid. Monte dans la voiture. Et ce soir, cet homme allait apprendre qui possédait réellement l'échiquier qu'il pensait contrôler. Par un jeudi après-midi d'octobre, j'ai trouvé mon fils assis sur un banc de parc avec tout ce qu'il possédait dans 3 valises. Jardin du Luxembourg, 14h30. Antoine était prostré sur un banc, les épaules voûtées, 3 valises à ses côtés, et Théo, mon petit-fils de 5 ans, donnait des coups de pied dans les feuilles mortes avec ses baskets lumineuses. Je me suis garé brusquement, Antoine n'a pas levé les yeux avant que mon ombre ne se pose sur lui. Ses yeux étaient rouges de fatigue et de quelque chose de plus profond. La défaite. Papa. Théo a accouru et m'a pris la main. Papy, tu peux réparer ça? J'ai regardé mon fils. Pourquoi n'es-tu pas au bureau? La mâchoire d'Antoine s'est crispée. Viré ce matin. Marc-André a dit que notre sang n'était pas du même monde que le leur. Les mots flottaient dans l'air froid. 3 ans de déjeuners dominicaux. 3 ans à regarder Marc-André de Beaumont expliquer la différence entre la noblesse d'affaires et les parvenus, entre les gens qui en faisaient partie et les autres. J'avais répertorié chaque insulte. C'était la goutte de trop. Monte dans la voiture. Je n'ai nulle part où aller. Éléonore a changé les serrures. Elle a mis mes affaires dehors pendant qu'on me licenciait. Sa voix s'est brisée. Elle a dit que son père avait pris la bonne décision. Théo a tiré sur ma manche. Maman dit que tu es l'homme le plus fort de Paris. Je me suis agenouillé à sa hauteur. Je peux réparer ça, mon grand. Je te le promets. J'ai ramassé 2 valises et j'ai fait un signe de tête à Pascal, mon chef de la sécurité. Aidez monsieur Antoine. Nous avons roulé vers le nord en silence. Antoine était à l'arrière avec Théo qui s'est endormi immédiatement. Je les regardais dans le rétroviseur. Mon fils, qui avait vieilli de 10 ans en une matinée, mon petit-fils, qui croyait encore que les papys pouvaient tout réparer. La silhouette de Paris a laissé place au pont, puis aux arbres d'automne. J'ai bâti les transports maritimes Lefebvre sur plus de 30 ans, ai-je dit. J'ai commencé avec un seul camion. 800 millions de chiffre d'affaires annuel maintenant. Antoine le savait, mais j'avais besoin de le dire. Il y a 3 ans, j'ai racheté Fredsen Logistique pour 20 millions via des sociétés écrans où le véritable propriétaire reste caché. J'ai marqué une pause. J'ai nommé Marc-André PDG. Les yeux d'Antoine se sont éclaircis dans le miroir. Tu es venu me voir ce jour-là, tu as dit que tu voulais du respect pour ce que tu es, pas pour le fils de qui tu es. J'ai accepté de ne pas interférer. Notre accord. Tu l'as respecté. Pendant 3 ans, je t'ai regardé endurer des choses qui auraient brisé la plupart des hommes. J'ai écouté Marc-André expliquer pourquoi tout en toi était insuffisant. Mes mains se sont crispées sur le volant. Je n'ai rien dit parce que nous avions un accord. Théo a bougé. Mais Marc-André ignore quelque chose, ai-je dit, la voix basse. Fredsen ne lui appartient pas, et ne lui a jamais appartenu. Chaque fiche de paie qu'il a signée, chaque insulte, tout cela dans une entreprise qui m'appartient. Il a travaillé pour moi tout ce temps. Silence. Alors tu en étais le propriétaire depuis le début. Oui. Pourquoi m'avoir fait subir ça? Parce que tu me l'as demandé. Tu avais besoin de savoir que tu pouvais tenir debout tout seul. J'ai croisé son regard dans le miroir. Mais cet accord est mort quand je t'ai vu sur ce banc. Les grilles de ma propriété de Chantilly, de fer et de pierre, sont apparues. La maison. Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai souri. Pas un sourire chaleureux. Le sourire d'avant la conclusion d'affaires qui ne laisse rien à l'autre partie. Marc-André voulait jouer avec les lignées. Maintenant, il va apprendre quelque chose. Dans mon monde, les lignées ne signifient rien. Seul le pouvoir compte. Et il vient de s'attaquer à la mauvaise famille. Antoine ne savait pas que je payais le salaire de Marc-André depuis le début. Il ne savait pas que je pouvais tout reprendre d'un seul coup de fil. Il ne savait pas que je collectionnais chaque affront comme un procureur, montant un dossier.
Mais il allait bientôt le découvrir. L'heure des comptes avait sonné. Chaque dimanche pendant 3 ans, j'ai avalé des insultes en même temps que du vin hors de prix et j'ai accumulé des munitions. Pendant qu'Antoine installait Théo à l'étage pour la nuit, je me suis assis dans mon bureau et j'ai laissé mon esprit dériver vers ces rituels hebdomadaires dans la demeure des Beaumont. 5 clous, colonnes blanches, étaillées, une salle à manger avec des lustres en cristal et une table de 12 couverts qui n'en recevait jamais que 5. Marc-André en bout de table, Éléonore à ses côtés faisant défiler son téléphone, Antoine face à sa femme les épaules tendues, et moi à l'autre extrémité, assez proche pour tout voir, assez loin pour être ignoré. Ce premier dimanche d'il y a 3 ans, Marc-André a pris le verre de vin d'Antoine et l'a repositionné de 5 cm vers la gauche, comme ceci. Sa voix avait ce ton que les hommes riches utilisent lorsqu'ils prétendent être utiles. On tient un grand Bordeaux avec respect. Par le pied, Antoine, jamais par le calice. Les détails révèlent l'éducation ou son absence. Le visage d'Antoine a rougi. Oui, monsieur. Éléonore n'a pas levé les yeux de son téléphone. Elle ne l'a jamais défendu. Pas une seule fois en 3 ans. J'ai coupé mon canard avec précision sans rien dire. Chaque semaine, une nouvelle correction. Sa posture, son choix de cravate. Son diplôme d'université publique face au master de Marc-André obtenu à HEC. Chaque commentaire sur le fait que certaines personnes ne comprenaient tout simplement pas les nuances de la haute société. 3 ans à voir la lumière de mon fils s'éteindre. Mais j'avais promis de ne pas intervenir. Alors j'ai observé, mémorisé, construit mon dossier. Puis, il y a 6 mois, quelque chose a changé. Les rapports trimestriels de Fredsen ont commencé à arriver avec une semaine de retard. Dans la logistique, c'est une éternité. Quand j'ai appelé la comptabilité, ils ont bégayé des excuses sur des mises à jour système. Je ne les ai pas crues. 3 mois plus tard, Éléonore a cessé de répondre à mes appels. Avant, elle gardait les apparences, espérant des cadeaux coûteux. Maintenant, je tombais directement sur sa messagerie. Nous sommes à un événement. Nous voyageons. Nous nous reposons. Un mur s'était élevé entre nous du jour au lendemain. Mais le moment où j'ai su que quelque chose de grave se passait est arrivé il y a une semaine. Antoine est venu à mon bureau de la Tour First à la Défense. Il avait l'air terrible. Décharné, des cernes sombres sous les yeux, son costume flottant. Il avait perdu du poids. Juste beaucoup de travail, papa. Clôture de trimestre. Je savais que la clôture d'un trimestre ne détruisait pas un homme à ce point. Puis j'ai remarqué son poignet. La Patek Philippe que je lui avais offerte pour ses 30 ans, en platine, 60 000 €, avait disparu. Où est ta montre? Antoine a baissé sa manche rapidement. Chez le bijoutier, le fermoir était lâche. Le mensonge s'est installé entre nous. J'avais acheté cette montre. Le fermoir n'avait jamais été lâche. Antoine était soigneux avec ses affaires, presque de manière obsessionnelle. Ce qui signifiait une chose, il l'avait vendue ou mise en gage. Un homme ne met pas en gage une montre de 60 000 € à moins d'être désespéré. Après le départ d'Antoine, j'ai appelé Pascal Morrison. Audit complet de Fredsen, chaque transaction depuis 6 mois. Et Pascal découvre ce qui se passe chez les Beaumont. En toute discrétion. Compris, monsieur Lefebvre. 24 heures plus tard, Pascal est entré dans mon bureau avec des informations qui allaient tout changer. Mais c'était le jeudi matin, des heures avant que je ne trouve Antoine sur ce banc de parc. Les signes étaient là depuis le début. Rapport retardé, appel évité, la montre manquante, la confiance croissante de Marc-André, comme un homme qui pensait s'en être tiré à bon compte. Il n'avait aucune idée que je regardais, que j'attendais, que chaque insulte, chaque affront, chaque commentaire arrogant préparait quelque chose qu'il ne pouvait imaginer. En moins de 24 heures, je connaîtrais la vérité, et la vérité exigerait son prix. Ce soir-là, Pascal Morrison est entré dans mon bureau avec un dossier noir. Noir signifiait action immédiate requise. Vous devez voir ça, monsieur Lefebvre. J'étais déjà assis. Il a posé le dossier sur mon bureau et l'a ouvert sans cérémonie. Page 1, rapport de police déposé aujourd'hui à 13h15, quelques heures seulement après le licenciement d'Antoine. Plaignant, Marc-André de Beaumont. Allégation, Antoine Lefebvre a dérobé des objets de famille de grande valeur lors de son départ. Pièces de monnaie anciennes,
argenterie de collection. Valeur estimée, 2,5 millions d'euros. Il a déposé cela pendant qu'Antoine était assis sur ce banc, ai-je dit calmement. Oui, monsieur. Il voulait le faire arrêter avant qu'il ne puisse se défendre. La page 2 a fait crisper ma mâchoire. Rapport de crédit. 12 prêts distincts auprès de différentes banques sur 6 mois. Total, 18 millions d'euros, tous au nom d'Antoine, sauf que ce n'étaient pas ses signatures. Un expert en graphologie a confirmé, a dit Pascal en faisant glisser un autre document. Des contrefaçons numériques de haute qualité. Ils ont utilisé la signature réelle d'Antoine sur des documents d'entreprise pour la reporter sur des demandes de prêt. Les accords de garantie désignaient Fred Sen comme garant et les actifs personnels d'Antoine comme sécurité secondaire. En cas de défaut de paiement, les banques détruiraient tout. L'entreprise s'effondrerait. Antoine serait personnellement responsable de 18 millions d'euros qu'il n'avait jamais empruntés. Il tendait un piège, ai-je dit. Mettre l'entreprise en faillite. Accuser Antoine. Laisser les poursuites pénales suivre. Il va en prison pendant qu'il s'en sort indemne. C'est notre analyse. Pascal a sorti une tablette et a lancé une vidéo. La vidéo montrait la chambre d'Antoine et d'Éléonore, caméra cachée. La voix d'Éléonore était douce, mais empoisonnée. Tu es si tendu ces derniers temps, Antoine. Tu devrais peut-être voir quelqu'un. Tu deviens agressif. Tu fais peur à Théo. Je ne suis pas agressif. Je suis juste fatigué. Tu vois, tu cries. Tu es instable. La vidéo a coupé. Une autre séquence montrait Éléonore brisant un vase. Puis immédiatement, pourquoi as-tu fait ça? Théo, va dans ta chambre. Papa fait une autre crise. Elle construisait un dossier de garde d'enfants, a dit Pascal. Ces vidéos seraient montrées à un juge. La preuve qu'Antoine était dangereux, mentalement instable. Elle obtiendrait la garde exclusive. Il n'aurait, au mieux, que des visites surveillées. J'ai fermé les yeux brièvement, contrôlant la fureur glaciale qui montait en moi. Une dernière chose, a dit Pascal doucement. Le pire. Il a déposé un document que j'ai reconnu immédiatement. Accord de gage. Mon numéro de licence d'expédition internationale 7801, l'autorisation pour les transports maritimes Lefebvre d'opérer dans tous les grands ports de la côte atlantique. Des contrats valant 400 millions par an mis en gage pour un prêt de 7,5 millions d'euros auprès d'un fonds des îles Caïmans. Comment ont-ils eu accès à l'original? Un double falsifié via un notaire corrompu. Le transfert d'argent a lieu demain à midi. Par la fenêtre, je pouvais voir la maison d'amis où Antoine était dans la pièce d'à côté avec Théo, le mettant au lit, ignorant totalement que sa vie entière avait été systématiquement démantelée. Bloquer ce transfert, ai-je dit. Banque de France, Trésor public, qui vous voulez. Cet argent ne bouge pas. Compris. Et Pascal, trouvez-moi tout sur Marc-André de Beaumont. Chaque prêt, chaque compte, chaque entité offshore, chaque secret. Pascal a acquiescé. Il reconnaissait ce ton. Ils ont essayé de piéger mon fils, ai-je dit calmement. Maintenant, je vais leur montrer à quoi ressemble un vrai piège. Après le départ de Pascal, je suis resté seul. Dans la pièce voisine, la voix d'Antoine me parvenait, lisant une histoire à Théo. Le rire ensommeillé de mon petit-fils. Ils avaient essayé de leur enlever ça à tous les deux. Marc-André et Éléonore de Beaumont avaient fait une erreur de calcul fatale. Ils pensaient que je n'étais qu'un vieil homme riche qui resterait assis tranquillement pendant qu'ils détruisaient ma famille. Ils allaient apprendre la différence entre avoir de l'argent et avoir du pouvoir. La défense était terminée. L'heure de la vengeance arrivait. Les prédateurs chassent la nuit. Moi aussi. Mais je chasse avec des bilans et des virements bancaires, des armes bien plus meurtrières que des griffes. À 20h le jeudi soir, je me tenais dans l'ombre de la salle d'exposition de Sotheby's, rue du Faubourg Saint-Honoré, entouré de cadres dorés et de sculptures anciennes valant plus que ce que la plupart des gens gagnent en une vie. Marc-André de Beaumont se déplaçait dans la foule comme s'il était le maître des lieux. Il ne l'était pas. C'était moi. Ou du moins, je possédais l'entreprise qui payait son salaire. Il s'est arrêté près d'une esquisse de Basquiat, vérifiant son téléphone à 2 reprises. Nerveux. Un homme s'est approché. La quarantaine,
blouson en cuir sur un jean de créateur, une Rolex en or captant la lumière. Ce devait être Marco Rossi, un nom que Pascal avait signalé il y a des mois en lien avec des vols de conteneurs et des transactions maritimes non déclarées sur le port du Havre. La voix de Pascal a grésillé doucement dans mon oreillette. Cible confirmée. Anthony Rossi, 2 condamnations pour vol de fret, actuellement sous surveillance fédérale. Marc-André a tendu la main. Rossi ne l'a pas serré. Au lieu de cela, il a fait glisser une petite clé USB sur le socle en marbre entre eux. 10 unités, a dit Rossi à voix basse. Mercedes Actros modèle 2024. Titre de propriété propre, immatriculation offshore. 85 000 chacun. J'ai senti ma mâchoire se crisper. 85 000 par camion, 30% de la valeur du marché. 10 camions signifiaient 850 000 € circulant sous la table en utilisant les licences et l'infrastructure de Fred Seine. Marc-André a empoché la clé USB sans la regarder. Demain matin, port du Havre, quai 47. Paiement à la livraison. La moitié d'avance, a rétorqué Rossi. Ou l'affaire est annulée. Marc-André a hésité, puis a acquiescé. Très bien, je fais le virement ce soir. De ma position à 5 mètres de là, j'ai levé mon téléphone et pris 3 photos nettes. L'échange, le visage de Rossi, la main de Marc-André sur la clé USB. Pascal, posté près du bar à champagne, avait enregistré toute la conversation. Le capitaine de gendarmerie est prêt, a murmuré Pascal dans l'oreillette. Il peut intercepter la cargaison à l'aube. Non, ai-je dit doucement en me dirigeant vers la sortie. Laissez faire. Je veux les avoir tous les deux en train de réceptionner la livraison. Ensuite, nous agirons. Vendredi après-midi, j'étais assis seul à une table d'angle au restaurant du Palais de Tokyo, entouré de baies vitrées donnant sur les jardins. Éléonore est arrivée à 15 heures pile, portant un gilet en cachemire gris et des lunettes de soleil surdimensionnées qu'elle n'a pas retirées à l'intérieur. Elle s'est glissée dans la chaise en face de moi et a laissé échapper un long soupir théâtral. Cela a été si difficile pour moi, a-t-elle commencé en tamponnant ses yeux secs avec un mouchoir. Le comportement d'Antoine. Je n'aurais jamais imaginé qu'il devienne si instable. Je n'ai rien dit, je l'ai juste regardé. Je veux que cela soit réglé discrètement, a-t-elle poursuivi. Pour le bien de Théo. Qu'est-ce que tu veux, Éléonore ? Elle s'est penchée en avant. L'appartement du 16e arrondissement, 4,5 millions d'euros. Cède-le-moi et je retirerai les plaintes. Antoine pourra être libre. J'ai laissé le silence s'étirer, regardant son masque glisser légèrement, la cupidité sous le chagrin. C'est ma maison, ai-je dit, injectant juste assez de peur dans ma voix. C'est tout ce qu'il me reste. Alors tu perdras aussi ton fils, a-t-elle dit froidement, posant un document sur la table. C'est un accord de donation, pas un règlement à l'amiable. Pas d'avocat, pas d'archives, juste un cadeau généreux d'un beau-père attentionné. De l'extorsion déguisée en langage juridique. J'ai pris le papier, faisant glisser lentement mon doigt sur le bord. Le micro épinglé à l'intérieur de mon col enregistrait chaque mot. J'aurai besoin de temps. Tu as jusqu'à demain 10 heures, a interrompu Éléonore en se levant brusquement. Le notaire attend. Ne sois pas en retard. Elle est partie, ses talons claquant contre le marbre, les épaules droites comme si elle avait déjà gagné. La voix de Pascal est revenue dans mon oreillette alors que la porte du restaurant se refermait derrière elle. On a tout. Extorsion, coercition et conspiration. J'ai sorti mon téléphone et appelé Jean-Baptiste à la banque privée de Paris. Racheter chaque dette que possède Marc-André de Beaumont d'ici demain matin. Je veux posséder sa vie. Pendant qu'Éléonore attendait chez un notaire que je n'ai jamais contacté, j'avais d'autres projets pour le samedi. Il y a un moment dans chaque guerre où l'on cesse de se défendre pour commencer à conquérir. Le mien est arrivé à 10 heures le samedi matin. Jean-Baptiste était assis en face de moi au 47e étage de la tour de la banque, une pile de contrats entre nous qui allait détruire la vie de Marc-André de Beaumont. Acheter de la dette toxique dans ce volume est très inhabituel, a dit Jean-Baptiste en ajustant ses lunettes. Le risque est pour moi, j'ai coupé. Ce n'est pas un investissement. C'est un outil. Il a fait glisser le premier contrat. L'hypothèque de la propriété de Saint-Cloud, 3,2 millions restants. J'ai signé sans lire.
Les prêts automobiles, la Bentley et le Range Rover, 480 000 au total. Une autre signature. Les cartes de crédit de Madame de Beaumont, 7 comptes, près de 200 000 euros. J'ai marqué une pause brève, imaginant le visage d'Éléonore quand sa carte noire serait refusée. Puis j'ai signé. Les lignes de crédit de Fred Sen, a continué Jean-Baptiste, la voix plus basse, 12 millions de facilités de caisse. Si Fred Sen fait défaut, vous pouvez tout saisir, l'entreprise, leur maison, leurs actifs. Parfait. J'ai signé 3 fois. Jean-Baptiste a empilé les documents. Monsieur Lefebvre, que prévoyez-vous exactement? La justice. Au moment où nous avons terminé, 35 millions d'euros de dettes avaient été transférés au transport maritime Lefebvre. Cela me donnait quelque chose de bien plus précieux que l'argent, le contrôle. À midi, j'ai appelé de ma voiture. Jean-Baptiste, gelez tous les comptes liés à Marc-André de Beaumont. Effet immédiat, monsieur, cela va. Je suis le créancier principal. Faites-le. 15 minutes plus tard, la confirmation est arrivée. État des comptes, bloqué. Motif, examen de sécurité interne. Contactez le créancier. J'imaginais Marc-André voyant ce message, sentant le sol se dérober sous ses pieds. À 14 heures, Pascal a appelé. Le transfert au Caïman est signalé, a-t-il rapporté. 7,5 millions. Le Trésor l'a marqué pour enquête de blanchiment d'argent, gelé en attendant examen. Combien de temps? Des mois, peut-être des années. La licence d'expédition internationale que Marc-André avait illégalement mise en gage resterait exactement là où elle devait être, avec moi. Au Ritz, l'équipe technique était en place, les preuves vidéo chargées, attendant mon signal. Antoine est en sécurité à Chantilly avec Théo qui pose des questions, mais il ne connaît pas le calendrier. Gardez-le ainsi. À 17 heures, je me tenais dans une suite privée au Ritz, regardant la place Vendôme alors que le crépuscule s'installait sur Paris. Pascal a revu les derniers détails à mes côtés. Nous sommes prêts, monsieur Lefebvre. J'ai ajusté ma cravate et vérifié ma montre. Quelque part de l'autre côté de la ville, Marc-André de Beaumont mettait son smoking, répétant son discours de remerciement, savourant l'éclat d'un prix qu'il pensait cimenter son héritage. Il n'avait aucune idée que j'avais déjà pris sa couronne. Marc-André se prépare pour son couronnement, ai-je dit. Il ne réalise pas que le trône est déjà vide. Pascal a acquiescé. La salle de bal ouvre à 19 heures. 300 invités confirmés. Tout le monde regardera. Je me suis détourné de la fenêtre. Bien. Qu'il regarde. À 19 heures, j'entrerai dans cette salle de bal, et le monde de Marc-André de Beaumont s'effondrerait. Pas dans un murmure, mais dans un fracas. La salle de bal du Ritz scintillait comme un écrin à bijoux, l'endroit idéal pour briser les illusions. De ma loge privée, derrière les rideaux de velours, j'ai regardé l'élite parisienne s'installer. Les lustres en cristal projetaient une lumière douce sur les robes de soie et les smokings sur mesure. Tout brillait de vieille richesse et de fausse respectabilité. Marc-André de Beaumont se tenait au centre dans un smoking bleu nuit, acceptant des félicitations superficielles. Éléonore s'était placée à ses côtés en robe pourpre, son sourire figé. Mais quelque chose n'allait pas. Les invités chuchotaient après avoir salué Marc-André. Penchés les uns vers les autres, sourcils levés, téléphone vérifié discrètement. Les nouvelles circulent vite dans des cercles aussi restreints. À 19h55, le téléphone de Marc-André a vibré. Je l'ai regardé le sortir de sa poche et se figer complètement. Son visage s'est vidé de ses couleurs. Il a tapoté l'écran une fois, 2 fois, 3 fois. Chaque tentative plus frénétique. Compte suspendu. Motif, examen anti-blanchiment. Action requise, contacter le nouveau créancier. Il a essayé de se connecter à un autre compte. Puis un autre. Erreur. 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 Éléonore s'est penchée vers lui, souriant toujours pour la foule. Qu'est-ce qu'il y a? Marc-André lui a montré son téléphone. Son sourire a disparu. Mes cartes, a-t-elle chuchoté en sortant son propre téléphone. Elles sont toutes refusées. Le paiement du traiteur a été rejeté. Marc-André a balayé la salle du regard, cherchant des alliés.
Des yeux qu'il avait accueillis pendant des décennies trouvaient soudain des raisons urgentes de regarder ailleurs. Un par un, ses soutiens se dissolvaient. Il a ajusté son nœud papillon, a redressé les épaules, adoptant l'expression d'un homme en contrôle, mais ses mains tremblaient. À 20 heures pile, les lumières se sont éteintes. Le maître de cérémonie est monté sur scène avec un sourire professionnel. Mesdames et messieurs, c'est un grand honneur pour moi de remettre le prix de l'entrepreneur de l'année à monsieur Marc-André de Beaumont. Des applaudissements ont parcouru la salle, polis, épars, notablement brefs. Marc-André s'est dirigé vers la scène, chaque pas plus lourd que le précédent. Le projecteur le suivait, dur et impitoyable. La sueur brillait sur son front. Il a saisi le micro, a ouvert la bouche pour parler, et l'écran LED géant derrière lui s'est allumé. Au lieu du logo de Fredsen, une bande sonore a grésillé dans les haut-parleurs. La voix d'Éléonore, limpide. Le vieux fou est tombé dans le panneau. L'appartement est à nous. Marc-André s'est retourné vers l'écran, son visage se tordant d'horreur. Sa propre voix, enregistrée 3 jours plus tôt. Et pour Antoine? Le rire froid d'Éléonore. Qu'il pourrisse en prison. Il doit apprendre sa place. La salle de bal a éclaté en exclamations. 300 personnes se sont penchées en avant, les téléphones se levant pour capturer la suite. L'écran a changé. Des documents sont apparus. Relevés bancaires, signatures falsifiées, transferts offshore. Chaque document tamponné de lettres rouges épaisses, forgerie, extorsion, fraude. Marc-André restait figé au pupitre, la bouche s'ouvrant et se fermant sans un son, son empire soigneusement construit s'effondrant en temps réel. Et de ma place derrière le rideau, je me suis avancé dans la lumière. Il y a un silence particulier quand 300 personnes réalisent qu'elles ont été témoins d'une mise en scène de mensonge. Ce silence, c'est la justice. L'écran LED continuait ses révélations. SMS entre le beau-père de mon fils et sa fille. Faux rapport bancaire. Ordre de virement vers des comptes offshore. Il a agrippé le pupitre, les articulations blanches. Ce sont des mensonges. Sécurité, retirez ça. Les agents de sécurité n'ont pas bougé. Ils travaillaient pour le Ritz, et le contrat du Ritz avait été racheté par les transports maritimes Lefebvre 3 heures plus tôt. Un projecteur s'est tourné vers ma loge. Je me suis avancé et j'ai descendu les marches. 300 visages se sont tournés. Mes pas résonnaient dans le silence. Bonsoir. Je suis monté sur scène et me suis tenu à ses côtés. De près, je pouvais voir la panique dans ses yeux, la sueur trempant son col. Il s'est tourné vers l'auditoire désespérément. Je suis un homme de rang. Ce roturier envie la classe que nous représentons. Personne n'a parlé. Personne n'a bougé pour le défendre. Je me suis adressé à la salle calmement. Ce roturier a bâti les maisons dans lesquelles vous dormez, a expédié les marchandises qui ont fait vos fortunes, et oui, a payé pour ce smoking qu'il porte. J'ai posé 3 dossiers sur le pupitre. Dossier 1, avis de liquidation. Fredsen m'appartient. Elle m'a toujours appartenu. Je l'ai acheté via une holding offshore il y a 3 ans. Il a été mon employé, touchant un salaire que je fournissais pendant qu'il tourmentait mon fils. Sa bouche s'est ouverte, mais aucun son n'est sorti. Dossier 2, résiliation de bail. Le terrain sous sa propriété de Saint-Cloud. Également à moi. Voler son propriétaire est remarquablement imprudent. Ses jambes ont fléchi légèrement. Dossier 3, le procureur de la République possède maintenant des copies de chaque signature falsifiée, de chaque prêt frauduleux, de chaque virement illégal. Vous vouliez mettre mon fils en prison sur de fausses accusations. Je me suis penché plus près. Bienvenue dans votre propre cage. Il s'est effondré, pas de manière dramatique, juste un affaissement lent et vaincu sur ses genoux, puis sur le sol de la scène. Son smoking bleu nuit s'est froissé sous lui. Sa fille a hurlé. Elle s'est lancée du premier rang, les mains tendues comme des griffes. Pascal Morrison l'a interceptée à mi-hauteur des escaliers, lui attrapant les poignets. Lâchez-moi. Papa, fais quelque chose. Son père n'a pas bougé. Il n'a même pas levé les yeux. Pascal a sorti une enveloppe. Avis d'expulsion. La police est à la propriété en ce moment même. Vous avez 2 heures pour récupérer vos effets personnels.
Tous les bijoux et objets de valeur ont été placés sous scellés comme preuve. Ses cris se sont transformés en sanglots. Je me suis tourné pour m'adresser à la salle une dernière fois. Surveillez vos poches quand vous êtes entouré de gens comme ça. On ne sait jamais ce qui pourrait disparaître. Mon fils m'attendait à l'entrée. Théo est avec la nounou à Chantilly, a-t-il dit doucement. Nous sommes sortis ensemble alors que derrière nous, les agents de sécurité relevaient l'homme brisé du sol et que sa fille balançait son sac de créateur inutilement contre l'épaule de Pascal. Dehors, l'air d'octobre a frappé mon visage. Des enquêteurs de la PJ attendaient dans le hall, mandat en main. Ils l'ont arrêté immédiatement, 5 chefs d'inculpation. Sa fille faisait face à des conséquences différentes, conspiration civile, tentative d'extorsion. Pas de menottes pour elle ce soir-là, mais des conséquences tout de même. Je ne ressentais pas de triomphe. Je ressentais un soulagement épuisé. Les prédateurs étaient en cage. Maintenant venait la guérison. Si vous êtes resté avec moi tout au long de ce voyage, à travers l'humiliation, la stratégie et le règlement de compte de ce soir, laissez un commentaire ci-dessous. Dites-moi, auriez-vous fait la même chose pour protéger votre famille? J'ai besoin de savoir que je ne suis pas seul dans ce cas. Et un mot de mise en garde, ce qui vient après, les suites, les conséquences qu'ils affrontent. Certains détails ont été dramatisés pour ce récit. Tout ne s'est pas déroulé exactement comme je l'ai décrit. Si vous préférez garder la justice de ce soir comme fin, vous êtes libre de vous arrêter ici. Mais si vous voulez savoir ce qui est arrivé à Marc-André, à Éléonore, et comment mon fils a reconstruit sa vie, restez avec moi encore un peu. 2 semaines peuvent sembler 2 ans quand votre monde s'écroule. Chaque minute pour eux était une éternité. Il a été écroué ce soir-là. Des agents l'ont emmené directement du Ritz en détention provisoire. 5 chefs d'accusation, faux et usage de faux, détournement de fonds, escroquerie, usurpation d'identité, association de malfaiteurs. Chaque chef passible de plusieurs années. Maintenant, il était assis dans une cellule de 9 mètres carrés en attendant son procès, fixant des murs en béton. Ses avocats l'ont abandonné au moment où ses comptes ont été gelés. Pas d'argent signifiait pas de défense. L'homme qui commandait autrefois des conseils d'administration et des country clubs ne commandait plus rien d'autre qu'un WC en métal et une fenêtre étroite. L'uniforme de prisonnier flottait sur son corps. Il avait perdu 7 kilos en 2 semaines. Le smoking Tom Ford n'était plus qu'un souvenir, saisi comme preuve. Il passait des heures à regarder à travers le verre renforcé un morceau de ciel gris, se repassant la salle de bal du Ritz, l'écran, les exclamations, l'effondrement de tout ce qu'il avait bâti sur des mensonges. Le nom qui ouvrait autrefois toutes les portes était maintenant chuchoté comme une maladie. Elle n'a pas été arrêtée ce soir-là. Ses crimes étaient principalement de la conspiration civile et des tentatives d'extorsion. Graves, certes, mais pas les accusations fédérales auxquelles son père faisait face. Le procureur lui a proposé un marché, coopérer contre lui, renoncer à tous ses actifs en échange de 5 ans de mise à l'épreuve. Elle a accepté. Elle n'avait pas le choix. Maintenant, elle vivait dans un studio de 20 mètres carrés à Saint-Denis, le premier endroit qu'elle louait elle-même. À 32 ans, elle apprenait à faire sa lessive pour la première fois, à cuisiner ses propres repas, à compter sa monnaie à l'épicerie, tandis que des inconnus soupiraient d'impatience derrière elle. Son dernier sac Hermès était en vente sur Vinted, authentique, excellent état, urgent. Le loyer était dû dans 5 jours. Elle avait appelé son père 2 fois avec un téléphone emprunté. Les 2 appels étaient tombés sur messagerie. Il ne pouvait pas l'aider depuis sa cellule. Il ne pouvait même pas s'aider lui-même. Le karma était arrivé sous sa forme la plus pure. Mon fils est retourné chez Fredsen en tant que PDG, le poste qui aurait dû être le sien depuis le début. 120 millions de contrats, 43 employés, 5 ports majeurs. Sa première semaine de retour, il a licencié le responsable des achats qui avait accepté des pots de vin. Aucune hésitation. Faites vos cartons. La sécurité vous raccompagne. L'homme effacé qui s'excusait d'exister avait disparu. À sa place se tenait quelqu'un forgé dans le feu, trempé par la trahison, durci comme l'acier. Il équilibrait ses fonctions de PDG avec son rôle de père à plein temps pour Théo. Dépose à l'école le matin. Histoire avant de dormir le soir. Football le week-end au parc. Je l'ai regardé s'entretenir avec des fournisseurs, fermes mais justes, exigeant l'excellence sans cruauté.
Les employés qui s'étaient moqués de lui évitaient maintenant son regard. Y a-t-il un problème? A-t-il demandé à l'un d'eux directement. Non, monsieur, a bégayé l'homme. Je me tenais dans la salle d'observation, regardant mon fils commander le respect qu'il avait gagné par sa survie. Pascal est apparu à mes côtés. Il est prêt, monsieur. Plus que prêt. Je sais. Je me suis détourné de la fenêtre. Il y a encore un endroit où je dois aller. Retour là où tout a commencé. Le banc de parc à Paris où tout avait changé. J'avais besoin de m'y asseoir à nouveau, pas en guerrier, mais en grand-père. Le même banc, les mêmes feuilles d'automne. Mais l'homme assis là était différent, plus léger, plus libre, en paix. Pas de valise cette fois, pas de désespoir, juste Théo chassant les pigeons sur la place avec ses bras tendus comme des ailes, son rire résonnant aussi clair que des cloches. J'ai versé du café d'un thermos en acier inoxydable. Simple, pratique, rien à voir avec le service en argent que je pensais autrefois important. Une femme poussant une poussette est passée. Nos regards se sont croisés. Nous avons échangé un sourire sincère, le genre que les inconnus partagent quand le monde semble brièvement bienveillant. J'ai réalisé quelque chose. J'avais enfin échappé au masque de fer que je portais depuis 30 ans. Le masque du bâtisseur d'empire, du stratège, de l'homme qui transformait les routes maritimes en fortune et ne laissait jamais personne le voir saigner. Il était parti maintenant, et je pouvais respirer. Je n'avais pas seulement sauvé mon fils. Je lui avais donné quelque chose de plus précieux que les transports Lefebvre, de plus durable que n'importe quel bilan comptable. Un héritage de dignité, le genre qui doit être protégé chaque jour, dans chaque décision, dans la façon dont on traite les gens quand personne ne regarde. Marc-André de Beaumont croyait que la lignée importait le plus. L'éducation, le sang, le bon nom sur les bons documents. Il avait tort. C'est le caractère qui compte. La loyauté, l'amour. Les choses dont on n'hérite pas, mais que l'on mérite. J'ai passé 30 ans à bâtir mon entreprise pour en faire une opération de 800 millions d'euros. 43 navires, 5 ports majeurs, des contrats sur 3 continents. Il n'a fallu que 2 semaines pour construire quelque chose de plus précieux. Une famille complète. Un souvenir a fait surface, sans crier gare. Antoine a 7 ans, se tenant sur le seuil de mon bureau dans son uniforme de football. Papa, tu viendras à mon match? Je suis gardien. J'avais levé les yeux d'une négociation de contrat, remarquant à peine son visage. Pas aujourd'hui, mon fils. Peut-être la prochaine fois. Il y avait eu tellement de prochaines fois, et je les avais toutes manquées. Je ne pouvais pas récupérer ces années. Mais je pouvais réparer l'erreur pour la suite, une génération à la fois. Papy. Théo est arrivé en courant, le visage rouge et joyeux, serrant une balle en caoutchouc qu'il avait trouvée près de la fontaine. Regarde ça. Il a pris de l'élan comme un lanceur professionnel et a lancé. La balle a volé vers moi dans un arc chancelant. Je l'ai attrapée proprement, sentant le claquement satisfaisant contre ma paume. Beau lancer, champion, ai-je dit en me levant. Tu veux t'entraîner encore? Oui. Ses yeux se sont éclairés. Papa a dit que tu m'apprendrais le baseball. J'ai souri. Vraiment souri. Pas l'expression calculée que j'utilisais dans les salles de conseil. Alors entraînons-nous. Nous avons passé les 20 minutes suivantes à nous lancer la balle. Je lui ai montré comment tenir les coutures, comment accompagner le mouvement, comment viser le centre de ma poitrine. Il a raté plus de fois qu'il n'a attrapé, mais il riait à chaque fois, et cela importait plus que la précision. Réparer les erreurs, pensais-je, une génération à la fois. Le coucher du soleil peignait le jardin du Luxembourg dans des tons orange et rouge. Les employés de bureau passaient en flux continu vers le métro. La ville bourdonnait de son énergie habituelle du soir. Allez, Théo, ai-je dit en lui tendant la main. On rentre à la maison. Ton papa nous attend. Ses petits doigts se sont enroulés autour des miens, chauds et confiants. Nous avons marché ensemble sur la place, devant la fontaine où les touristes prenaient des photos, devant les tables d'échecs où de vieux messieurs complotaient des fins de partie. À la lisière du parc, j'ai regardé une dernière fois le banc où tout avait changé. Là où mon fils s'était assis avec 3 valises et un petit garçon de 4 ans en croyant avoir tout perdu. Là où j'avais décidé que certaines choses, la famille, la dignité,
l'amour, valait la peine de partir en guerre. Là où tout avait commencé. Là où tout s'est terminé. Et là où, enfin, la guérison pouvait débuter. En regardant en arrière maintenant, assis sur ce même banc où tout a commencé, je réalise quelque chose d'important que je dois partager avec vous. Ne soyez pas comme moi. N'attendez pas 30 ans pour bâtir un empire avant de bâtir une famille. Ne laissez pas la fierté vous faire envoyer votre fils dans une fosse au loup juste pour prouver qu'il peut tenir debout tout seul. Je pensais apprendre la force à Antoine. Au lieu de cela, j'ai failli le perdre entièrement. Les histoires de grand-père comme la mienne, celles sur la vengeance et la guerre d'entreprise, font de récits captivants. Mais vous savez quoi? Les meilleures histoires de grand-père ne concernent pas les batailles dans les salles de conseil. Elles concernent l'apprentissage du lancer de balle à un enfant de 4 ans. Le fait d'être présent pour l'histoire du soir. Le fait de répondre quand une petite voix demande « Papy, tu peux réparer ça ?» Les vraies histoires de grand-père s'écrivent dans la présence, pas dans le pouvoir. Dieu m'a donné 3 chances que je ne méritais pas. Premièrement, il a préservé mon fils quand j'ai échoué à le protéger. Deuxièmement, il m'a donné les ressources pour me battre quand d'autres n'en avaient aucune. Troisièmement, il m'a accordé Théo, un rappel vivant que l'héritage ne se mesure pas en chiffre d'affaires, mais en relations. La Bible dit, « À quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier, s'il perd son âme ?» J'ai gagné les transports Lefebvre, 800 millions de chiffre d'affaires annuel, mais j'ai failli perdre ce qui comptait le plus. Les histoires de famille ne devraient pas porter sur des victoires judiciaires et des démantèlements financiers. Les histoires de famille qui valent la peine d'être transmises parlent de présence, de choisir le match de son enfant plutôt qu'une énième négociation de contrat, de tenir la main de son petit-fils plutôt que de diriger une autre réunion. Ce sont les histoires de famille qui comptent réellement. Celles qui résonnent à travers les générations, non pas à cause de leur drame, mais à cause de leur vérité. Si vous faites face à la trahison comme je l'ai fait, que ce soit de la part de votre belle famille, de partenaires commerciaux ou de personnes en qui vous aviez confiance, souvenez-vous de ceci. La justice compte. La dignité compte. Mais ne laissez pas le combat vous consumer au point d'en oublier ce pourquoi vous vous battez. Dieu ne nous a pas mis sur cette terre pour détruire nos ennemis. Il nous a mis ici pour aimer nos familles, pour défendre ce qui est juste et pour transmettre quelque chose de meilleur que la richesse à la génération suivante. La meilleure vengeance n'est pas la destruction. C'est de bien vivre, d'aimer profondément et de rentrer enfin à la maison. Théo m'attend maintenant. Nous avons un entraînement de baseball qui nous attend. Quelle leçon de vie incroyable! Cette histoire nous rappelle que le véritable pouvoir ne réside pas dans les comptes bancaires, mais dans la force des liens familiaux. En France, on attache souvent beaucoup d'importance aux apparences et au statut social, mais ce récit montre que la dignité et l'intégrité finissent toujours par triompher. La transformation d'Henri, passant de l'homme d'affaires impitoyable au grand-père présent, est bouleversante. On oublie trop souvent que nos enfants n'ont pas besoin de notre empire, mais de notre temps. La justice a été rendue, non seulement au tribunal, mais surtout dans le cœur de ce fils qui a retrouvé son père. Et vous, qu'en pensez-vous? Auriez-vous eu la même patience qu'Henri pour laisser votre fils faire ses preuves, ou seriez-vous intervenu plus tôt pour le protéger des loups?